Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, 141e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, la communauté layène condamne les violences au Sénégal. Par la voix de son porte-parole, le khalife général des Layènes demande aux Sénégalais de préserver la paix et la stabilité du pays. À l'édifice de l'apaisement, la société civile apporte sa pierre. L'exécutif et l'opposition doivent aller dans le sens d'une démocratie apaisée, selon l'ONG 3D et le GRADEC. Quel crédit donner au mémorandum du M2D? Élément de réponse dans cette édition. Normalisation des masters, le ministre de l'Enseignement supérieur plaide pour un diagnostic profond et de nouvelles réorientations. Selon Cheikh Oumar Anne, l'efficacité du système est plombée par les difficultés d'insertion des diplômés. Les récents événements douloureux au Sénégal interpellent particulièrement l'enseignement supérieur selon lui. Plus de détails dans un instant. Et puis la bonne nouvelle de ce lundi, c'est la reprise des cours. Après les événements malheureux de la semaine dernière, élèves et enseignants veulent terminer le reste de l'année scolaire sans perturbation. Reportage à suivre à Saint-Louis. L'actualité de ce lundi, c'est aussi les inquiétudes grandissantes concernant l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, l'ont suspendu ce lundi dans l'attente de clarification sur les effets secondaires. Le Sénégal doit-il suspendre l'utilisation d'AstraZeneca par précaution? Dans les districts sanitaires, la campagne de vaccination se poursuit comme si de rien n'était. Reportage édifiant à suivre. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Cultivons la paix, c'est le message fort lancé par l'imam Mamadou Makhtar Laye à l'occasion du 141e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Une grande partie de son discours a été consacrée aux récentes émeutes au Sénégal. L'imam appelle à la préservation de la paix et de la stabilité du pays. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Dieu prévoit des châtiments à tout ce qui provoque la violence. La violence est incontrôlable et elle a des conséquences néfastes. Donc tout un chacun doit cultiver la paix en soi. Il faut éviter le mécontentement du Tout-Puissant Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, demande à toutes les personnes de préserver la paix. Car c'est pour l'intérêt de tous. Comme nous sommes des croyants, prions Dieu pour avoir une paix durable dans le pays. Et vous le savez, la 140e édition n'a pas eu lieu l'année dernière à cause de la pandémie. Le thème a été donc reconduit cette année, thème qui porte sur le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. L'événement majeur de la communauté layène est célébré aujourd'hui et demain, mardi. En ce premier jour, les fidèles layènes ont afflué vers Yoff Diamalaye malgré les contraintes du moment. Reportage Pafarning et Youssou Baro. Sous le soleil, assis par terre, tous de blanc vêtus, les fidèles ont répondu à l'appel de Seydina Limamou Laye al-Mahdi. Les talibés ont bien perçu le sermon de l'imam Mamadou Makhtar Laye axé sur les conséquences des violences dans une société. Dieu prévoit des châtiments à tout ce qui provoque la violence, car elle a des conséquences désastreuses. Nous prions Dieu pour qu'il nous en préserve. La communauté laïenne ne connaît pas la violence, déjà par le symbole de la tenue blanche, qui est la tenue de la paix, mais de la sainteté. Donc la communauté laïenne a été connue sous l'ère coloniale, tout comme au début des indépendances, comme étant une communauté de paix. Un appel particulier dans un contexte de pandémie de Covid-19. Néanmoins, les talibés layènes ont respecté les recommandations du khalife général. Les festivités et les cérémonies nous manquent beaucoup ces 2 années. Mais tout est fin prêt dans les maisons pour les autres.
Si cette année on note pas d'affluence, c'est à cause des recommandations avec le respect des mesures barrières. C'est pour cela que vous n'avez pas vu des tentes, sinon la grande mosquée serait remplie de fidèles. Les talibés sont nostalgiques. C'était vraiment un jour spécial pour tout l'Ayen. C'est seulement le contexte qui a fait que les fidèles restent chez eux pour commémorer l'appel de Seydina Limamoulaye. Mais nous en remettons à Dieu. Pour les fidèles, la stabilité du pays passe inéluctablement par les enseignements du Mahdi. Il a dit que même si vous avez votre chapelet et que quelqu'un tire dessus, vous vous baissez pour ramasser les perles. Ce dernier vous contraint, au contraire, laissez-le, n'est-ce pas, abandonner ce chapelet et aller en acheter un autre. Donc tout cela pour ne pas répondre à la provocation, pour ne pas répondre à la violence. Il faut se référer aux enseignements de Seydina Limamoulaye al-Mahdi qui recommande la prière. C'est l'arme d'un musulman. La 141e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye célébrée en une journée de prière dans différents endroits pour la paix et la stabilité du pays. Merci Pape Faray. Vous pourriez suivre tout à l'heure sur TFM un plateau spécial dédié à la 141e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye avec le service religieux de la télévision TFM. Plateau spécial animé par Oustaz Pape Anne. Et ce 15 mars marque l'anniversaire de la disparition de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Le Sénégal se souvient de l'érudit 5e khalife général des Tidianes rappelé à Dieu le 15 mars 2017 à l'âge de 92 ans. Venons-en au mémorandum du mouvement pour la défense de la démocratie avec cette question: quel crédit donner à ces exigences du M2D? Selon des membres de la société civile, l'exécutif comme l'opposition doivent aller dans le sens de l'apaisement. Comment consolider et apaiser la démocratie sénégalaise? Élément de réponse, Alassane Ba et Mohamed Dieng. La crise est beaucoup plus profonde et l'État doit aller au-delà des 10 points contenus dans le mémorandum du mouvement pour la défense de la démocratie. Crise au sujet de laquelle je pense que tous les acteurs, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, ont intérêt à ce qu'une des solutions soient trouvées. Le pays se releverait difficilement, je crois que donc d'une seconde crise de cette ampleur. Je crois qu'aujourd'hui, le décryptage que l'État doit faire, c'est comment arriver à un État de droit plus fort, une justice beaucoup plus indépendante, une justice beaucoup plus neutre, une démocratie apaisée, qui ne favorise pas des contestations post-électorales. Ensuite, la prise en charge effective des préoccupations des jeunes. La société civile se dit toujours ouverte à œuvrer pour la stabilité du pays, aux côtés des chefs religieux, régulateurs sociaux et des acteurs politiques. Il ne faudrait pas que tout le monde soit ou avec le pouvoir ou contre le pouvoir. Il faudrait qu'il y ait à chaque fois des régulateurs sociaux qui soient neutres, équidistants des chapelles politiques. Parce que c'est ça les fondements d'une nation forte. Il ne faut pas avoir une vision manichéenne des postures des uns et des autres. Maintenant, les solutions profondes qui peuvent nous permettre donc de sortir de la crise, ça dépendra des partis qui sont donc prenantes à cette affaire-là. Aussi bien le pouvoir, la société civile que, disons, les leaders donc religieux qui peuvent être, disons, le garant un peu, disons, donc de ces accords. Mais en tout état de cause, nous sommes pour que des discussions franches, dénuées de tout calcul, puisse vraiment donc se tenir entre les acteurs. Parmi les 10 points, le mouvement pour la défense de la démocratie exige la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques incarnés et annuler toutes les poursuites contre eux. Le M2D appelle le peuple à rester mobilisé et attentif.
Merci Alassane. Et selon le GRADEC, aller dans le sens de l'apaisement, c'est aussi libérer les détenus supposés politiques comme Hassan Diouf, Guy Marius Sagna et Clédor Sène. Tout de même, il faut faire la part des choses entre les arrestations préventives et les personnes prises en flagrant délit de destruction de biens publics et privés. Il y a des personnes qui ont été arrêtées dans ce qu'on a appelé les arrestations préventives. C'est le cas de Guy Marius Sagna, des Hassan Diouf, etc., des Clédor Sène. Ça, on peut considérer effectivement que c'est des détenus politiques, que leur arrestation est liée en fait à l'affaire Sonko. Il y a également des manifestants qui ont été arrêtés sur le théâtre des opérations, en train de manifester sans violence, avec des drapeaux, etc. Il y a ces deux catégories donc de manifestants, à mon avis, pour lesquelles vraiment on doit les libérer, si on veut vraiment apaiser la tension. Maintenant, il y a d'autres types peut-être donc d'individus qui ont été arrêtés, soit c'est des gens qui ont été pris la main dans le sac, en train de piller ou de saccager des biens publics ou privés. Pour le cas de ces personnes, des enquêtes doivent être donc menées de façon donc impartiale pour voir vraiment leur niveau de responsabilité donc dans ces cas. Il y a également le cas, pour moi, des nervis qui ont été utilisés. Et bon, pour lesquels en tout cas, certains pensent qu'ils ont une responsabilité donc dans les tueries, dans les personnes qui ont été donc, disons, abattues. Il y a ces nervis et il y a également les éléments des forces de l'ordre qui ont dû, en tout cas, bon, par rapport à ce que nous avons vu au niveau donc des différentes caméras de télévision, etc., procéder vraiment à des tirs sur des militants. Donc je pense que pour ces gens-là également, il faudrait qu'il y ait des enquêtes indépendantes. Et je le disais en titre, la bonne nouvelle de ce lundi, c'est la reprise des cours dans toutes les écoles. Vous le savez, à cause des manifestations, les cours ont été annulés toute la semaine dernière. À Saint-Louis, ce matin, enseignants et écoliers étaient heureux de retrouver le chemin des classes. Eux aussi regrettent les événements survenus causant l'annulation des cours. L'objectif est maintenant de terminer l'année scolaire sans de nouvelles perturbations. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. À l'école Bolidiao de Saint-Louis, les cours ont bien repris après une semaine de pause due aux événements malheureux. Dans ces salles de classe, tous les élèves ont répondu présents. Parce que déjà les élèves étaient pénalisés l'année dernière à cause de la pandémie de la Covid-19. Les enfants n'ont pas suivi correctement leur enseignement-apprentissage. Que ce soit les élèves du CI qui sont actuellement en classe de CP, ils n'ont pas terminé leur programme. Jusqu'en classe de CM2, qui sont actuellement des élèves qui doivent se présenter à l'examen, à l'entrée en 6e, ces élèves aussi n'avaient pas terminé le programme de l'année dernière. Donc il y a vraiment un problème. Du côté des classes de CM2, les enseignants ne comptent perdre aucune minute pour rattraper les heures perdues. Le directeur de l'école, en l'occurrence Cheikh Adramengom, il a convoqué tous les élèves et il faisait cours durant cette semaine-là. Non, pour les autres, ça va impacter, mais ça peut se régler quand même, ça peut être rattrapé si toutefois les enseignants qui tiennent ces classes-là se sacrifient. Pour le directeur de l'établissement, la reprise s'est bien déroulée. Il a surtout exhorté tous les enseignants des classes de CM2 à redoubler d'efforts pour bien préparer les examens du CFE. Encore cette année-ci, le temps est impacté. Le temps est impacté par la situation que nous connaissons tous. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, comme d'habitude, les enseignants ne cessent de faire des sacrifices. Et ils sont obligés de le faire. Malgré tout, malgré les divergences syndicales et ainsi de suite, mais chacun tient à sa classe. La preuve, c'est aujourd'hui, ils sont revenus en forme, ils ont repris correctement. Et même, pour ne pas le dire, il y en a des gens qui essayaient tant bien que mal d'encadrer les enfants, même à distance. Après presque 10 jours de repos, les cours ont repris dans toute la commune de Saint-Louis. Les enseignants, eux, très touchés par les événements malheureux, comptent accélérer la cadence pour terminer le quantum horaire, comme prévu au début de l'année scolaire. Merci Ousseynou. Parlons de l'enseignement supérieur. Le cycle des masters n'est pas performant. L'avis est du ministre en charge du secteur. Selon Cheikh Oumar Anne, sur près de 26 000 étudiants, aucun d'entre eux n'a réussi son master 2. Les acteurs de l'enseignement supérieur plaident pour une professionnalisation des filières. Le ministre de l'enseignement supérieur a présidé ce matin à Sali un atelier sur la normalisation des masters, compte rendu Abdelrahman Diallo et Mamadou Gueye. Il y a 295 masters et plus de 26 000 étudiants en master. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, note plusieurs dysfonctionnements dans le système. Le nombre de masters professionnels est très limité. Les étudiants qui viennent faire un master 1, master 2 pour 2 ans, passent 5 ans dans le système. Aucun étudiant ne passe en master 2.
ne réussit son Master 2 en une année, tous les étudiants qui viennent en Master 2, ils redoublent en Master 2 avant de réussir. Ce dispositif, il n'est pas performant, il n'est pas ce que nous attendons de notre système d'enseignement supérieur. Donc il faudra normaliser. Les acteurs de l'enseignement supérieur évaluent le système LMD appliqué il y a à peu près 10 ans. Ils pensent que de nouvelles réformes sont indispensables. Si tous les étudiants en licence veulent aller faire un master, c'est parce qu'ils n'ont pas une formation qui leur permette d'accéder à l'emploi. La réforme de fond, tout devra aller vers la professionnalisation des filières et l'employabilité de nos diplômés. Parce que la finalité, c'est qu'ils puissent trouver un emploi et contribuer au développement économique et social de notre pays. Ces acteurs de l'enseignement supérieur veulent d'abord normaliser les masters avant d'entamer le fond des réformes. Merci Abdurrahman. Retour à Dakar, les dépôts pour l'obtention de la carte nationale de presse ont démarré ce lundi. Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, le CORED, a mis en place une permanence pour l'octroi du quitus exigé comme faisant partie des documents à fournir en vue de l'obtention de la carte nationale de presse. Quitus qui vous sera délivré dans les 48 heures qui suivent le dépôt. Maïmouna Ndiaye et Youssou Barro. Il fait partie des premiers à se présenter au siège du CORED pour l'obtention du quitus, un des papiers à fournir pour avoir la carte nationale de presse. J'ai reçu le communiqué. Je me suis dit qu'il fallait y aller très vite, ne pas attendre les derniers instants pour le faire. Et j'appelle aujourd'hui les confrères, les techniciens de médias à venir le faire très rapidement. Parce que c'est une vieille demande. On a tout le temps réclamé l'attribution un peu de la carte nationale de la presse. Aujourd'hui que les lignes ont commencé à bouger, j'appelle tous les confrères à venir vraiment en masse s'inscrire pour que ça aille très vite. Après avoir rempli le formulaire, le CORED a 2 jours pour statuer. Pour le moment, ça se passe bien, alhamdulillah. Nous recevons les confrères depuis ce matin, depuis 9h. Donc les confrères viennent déposer pour l'obtention d'un quitus en vue de l'obtention d'une carte nationale de presse. Nous avons reçu presque une vingtaine de confrères ou plus. Pour avoir le quitus, il faut amener un certificat ou bien une photocopie de la carte de presse maison, ou bien un document attestant qu'on travaille, qu'on exerce le métier de journaliste, plus 2000 francs. Ce membre du CORED de préciser que le quitus ne garantit pas l'obtention de la carte nationale de presse. En fait, on collecte les dossiers et après on transmet au président du CORED qui va valider le quitus, qui va voir si la personne demanderesse n'est pas en mal avec le tribunal des pairs ou bien n'est pas en conflit avec le tribunal des pairs. Et après, il signe, il atteste le quitus et donc la personne vient retirer le quitus pour aller compléter son dossier pour l'obtention d'une carte nationale de presse. Le quitus, c'est juste pour montrer que la personne est en règle en matière d'éthique et de déontologie, que la personne n'a jamais été condamnée par le tribunal des pairs pour avoir été en différend ou bien pour avoir été en mal avec les questions d'éthique et de déontologie. Ce n'est pas encore le grand rush ici à la Maison de la Presse, siège du CORED. Toutefois, Aminatou et ses collègues espèrent recevoir du monde dans les prochains jours. Merci Maïmouna. Sur le front du coronavirus, 15 décès et 104 nouvelles contaminations ont été annoncées ce lundi. Rappelons que le 19 mars prochain marquera la fin de l'état de catastrophe sanitaire. Mais attention, fin de l'état de catastrophe sanitaire ne veut pas dire abandon des gestes barrières. Pour endiguer la maladie, les autorités vont accentuer la sensibilisation mais aussi accélérer la campagne de vaccination en cours. À ce jour, d'ailleurs, plus de 131 000 doses ont été administrées et pour le moment, les personnes cibles restent les agents de santé, les personnes vivant avec une comorbidité et les personnes âgées de plus de 60 ans. Et vous allez le voir, les seniors ne se font pas prier pour se faire vacciner. Illustration au centre de santé de Ngor. Reportage Mamadou Fall et Mohamed Dieng. Ngor, en plein dans la campagne de vaccination, le district pris d'assaut par les personnes du 3e âge, se soigner est un devoir, disent-ils. La pandémie a suffisamment créé de problèmes
au plan économique, au plan social, n'est-ce pas? Et que, n'est-ce pas, quelle solution nous est proposée? Je crois qu'il est de notre devoir à tous, en tant que citoyens sénégalais, n'est-ce pas, de saisir cette occasion qui nous est offerte par nos autorités. Donc j'invite, en tout cas toute la population, j'invite tous les Sénégalais à se rendre dans les lieux de vaccination et de se faire vacciner. C'est un acte citoyen. Je suis très satisfait d'avoir venu ici prendre ma dose de vaccin. Parce que c'est quand même un devoir pour tout le monde. Une attitude hautement saluée par le médecin du district. Le Toubib évoque même la stratégie mise en place pour faire face à la pandémie. Depuis qu'on a commencé il y a 2 jours, on a vu vraiment un engouement au sein de la population, que les personnes âgées viennent se faire vacciner, comme on l'avait souhaité en tout cas. Et nous les exhortons vraiment à continuer dans cette lancée. Un travail ardu, mais possible grâce à l'implication des habitants de la commune. L'objectif, c'est absolument Ngor 0 cas. Jusqu'ici, nous en sortons un petit peu mieux, mais nous voulons faire en sorte qu'il y ait plus de cas. Alors, de ce fait, nous avons les canaux habituels, télévision, radio et tout ça pour informer les gens. Mais apporter à cette pandémie le sous-temps, cependant. Oui, désolé pour ce petit incident. Merci beaucoup, Mamadou Fall. Et toujours par rapport au vaccin, faut-il continuer l'utilisation, celui d'AstraZeneca? Ce lundi, plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, ont décidé de suspendre l'utilisation par précaution. Ici au Sénégal, vous le savez, 324 000 doses du vaccin AstraZeneca ont été réceptionnées par les autorités. Et vu ces inquiétudes grandissantes, que faut-il faire de ce vaccin? Élément de réponse, explication et questionnement, Ibrahim Khan. Le Sénégal va-t-il poursuivre l'administration du vaccin AstraZeneca? Une question qui taraude aujourd'hui tous les esprits après la décision de la France de suspendre provisoirement le dit vaccin sur son sol. Même si une relation de cause à effet n'a pas été scientifiquement établie jusque-là, la cote du vaccin issu du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca continue sa chute libre. Après l'Allemagne ce lundi à titre préventif en raison des effets secondaires pouvant subvenir après l'administration du vaccin, Paris emboîte le pas à Munich au moins jusqu'à mardi. Emmanuel Macron reste suspendu à la décision de l'Agence européenne du médicament, attendue ce mardi pour décider de la suite à donner au vaccin le plus controversé sur ceux disponibles pour lutter efficacement contre le Covid. Rappelons que depuis une semaine, plusieurs pays européens, notamment la Hollande, l'Italie, l'Autriche entre autres, ont déjà suspendu l'utilisation d'AstraZeneca après que des sujets vaccinés ont présenté de graves problèmes sanguins. Merci Ibrahima. Et puis un mot sur la tournée d'adieu du Semga Biram Diop. Le général Diop exhorte l'armée sénégalaise à conserver les valeurs qui ont toujours été les leurs. Une armée républicaine solidaire et proche de la population. Une bonne manière de faire face à toute situation de crise selon lui. Le chef d'état-major des armées s'adressait aux troupes du 22e bras basé au camp général Koumba Diouf Nian de Louga. Nous l'écoutons avec Thierno Fall. La discipline, ce n'est pas la crainte de la sanction, ce n'est pas la crainte de l'autorité. La discipline, c'est l'acceptation des normes, des procédures et règles dont nous nous sommes souverainement dotés. Acceptation et respect qui sont les seuls garants d'un travail de qualité. Une institution comme l'institution militaire ne peut pas fonctionner de manière optimale si elle n'est pas disciplinée. Aujourd'hui, notre sous-région est à la croisée des chemins. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des problèmes de sécurité un peu partout, dans beaucoup de pays de la sous-région. Nous remercions le bon Dieu que la situation au Sénégal soit encore une bonne situation. Nous ne devons pas attendre qu'elle se dégrade. Nous devons nous préparer pour que, quel que soit ce qui se passera, que l'armée soit en mesure de faire face. Et pour ça, il faut qu'elle soit une armée sérieuse, une armée disciplinée, solidaire,
une armée capacitée, entraînée. Le général Biram Diop, qui, vous le savez, sera remplacé au poste par le général Cheikh Wade. Alors maintenant à Kolda, des producteurs de l'arrondissement de Mampatim tirent un bilan satisfaisant du déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide. Ils expriment en revanche leur inquiétude face à un éventuel départ des Chinois de la filière arachidière. Ces producteurs lancent un appel à l'État pour une mise en place anticipée des semences, des intrants et un renfort en matériel agricole pour le compte de la prochaine campagne agricole. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diallo. Le bilan à mi-parcours de la campagne de commercialisation de l'arachide à Kolda fait état d'une satisfaction totale des producteurs au Fouladou, car, disent-ils, dans l'histoire du Sénégal, jamais ils ont vécu une pareille campagne de commercialisation en termes de gains. La campagne, elle était super bonne, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que tous les gens sont contents. Le monde rural, nous sommes heureux. Vous avez vu les béliers que j'ai achetés. Pourquoi je les ai achetés? C'est parce que la campagne elle était très bonne. Parce qu'un sac d'arachide à 20 000 francs, à 22 000, je pense que on ne peut plus rien dire. Et le moment où, cette année, l'hivernage, on avait eu du matériel, on avait eu les intrants à temps, on avait eu la semence à temps. Je pense qu'il y avait eu la pluie. Et la récolte cette année, moi, dans mon champ, j'ai fait le triple de ce que j'ai cultivé. C'est pourquoi ils craignent un éventuel départ des étrangers de la filière de commercialisation de l'arachide. Ce que nous craignons, nous les agriculteurs, vu la situation, les opérateurs privés qui sont en train de sonner tous les jours le départ des Chinois. Si le président accorde le départ des Chinois, c'est la catastrophe dans le monde rural. Parce que nous allons revenir à la case du départ avec les bons impayés. Et en ce moment, on va dire que l'État est responsable, l'État ne peut pas payer les arachides. C'est ce que cherche l'opposition. Ils soutiennent que le jour où le sort des producteurs ne sera qu'entre les mains des huiliers nationaux, cela risquerait d'entraîner une baisse de la production, le retour des bons impayés et le découragement des producteurs. Nous disons, le président, il n'a qu'à même chercher même d'autres partenaires, plus que les Chinois. Parce qu'on sait que les huileries, ils vont tout simplement fatiguer le monde rural. Un sac à 6 000 francs. Imaginez un sac à 6 000 francs et un sac à 22 000. La différence. Avec plus les bons impayés. Nous, les agriculteurs, nous, dans le monde rural, nous sommes derrière le président de la République. Impatients de voir l'arrivée du prochain hivernage, ces producteurs lancent un appel à l'État pour une mise en place rapide des semences, des intrants et un renfort en matériel agricole. Merci Abdoulaye. Projet de construction d'un centre commercial dans l'enceinte de la nouvelle gare routière de Kaolack. Les chauffeurs manifestent leur désaccord. Selon eux, ce projet risque d'encombrer davantage la gare. Pape Nour est le président du regroupement régional des transporteurs de Kaolack. Il est avec notre équipe à Kaolack. C'est une cantinisation à outrance aux yeux des transporteurs de la région. Les travaux ne sont pas encore achevés, mais la nouvelle gare routière est quadrillée de cantines aussi bien en longueur qu'en largeur, donnant ainsi l'image d'un centre commercial en construction, ce que dénonce vigoureusement le regroupement régional des transporteurs. Oui, on dirait que c'est un centre commercial. Personne n'aurait pu croire que c'est une gare routière. Si tu n'es pas kaolackois, si tu viens, tu vas dire que alors c'est un centre commercial. Donc aujourd'hui, les chauffeurs sont vraiment choqués pour voir toute la gare routière, tout le périmètre être construit de cantines pour les commerçants. Le président de la gare routière, Garage Nyoro, et sa suite qui fustige le fait que la mairie ne les associe pas dans le projet exige l'arrêt immédiat de la construction des cantines. On ne peut pas accepter qu'une gare routière qui est construite récemment puisse ne pas abriter des aires de repos pour les chauffeurs, alors que partout dans le Sénégal, partout où tu vois des chauffeurs dans leurs finances pour se reposer dès leurs arrivées, ou s'ils doivent quitter ou il y a des bagages perdus, permettent de les récupérer et de les garder dans ses finances. Les chauffeurs ne sont pas associés. Parce que Madame la maire, que je respecte beaucoup, n'a jamais fait des visites de chantier avec nous. Ainsi, les transporteurs mettent en garde le maire de la commune de Kaolack et demandent dans la foulée la finition des travaux pour qu'ils puissent y déménager dans les meilleurs délais.
Ibrahim Diamé, merci. Dans l'actualité sportive, 4e journée Ligue africaine des champions, groupe D, Teungueth FC est en déplacement en Algérie pour défier le Mouloudia club d'Alger ce mardi. L'équipe rufisquoise est condamnée à s'imposer selon son entraîneur Youssoupha Dapo. Nous savons que nous avons nos chances aussi, parce que dans chaque match, il y a une chance de gagner. Donc cette chance, il faudra la jouer jusqu'au fond, jusqu'au bout. Ne pas se poser trop de questions. Nous, on sait ce que nous avons à faire, parce qu'il y a un seul résultat valable pour nous, malheureusement, parce qu'on s'est mis dans cette situation tout seul. À nous de nous en sortir tout seul. Et comme je l'ai dit, on sait que voilà, nous serons meilleurs demain. Chaque équipe a ses points forts et ses points faibles. Et par rapport à ces points faibles, à nous de bien exploiter voilà, ces points faibles que l'on connaît très très bien. Et malheureusement, sur le match aller, on ne les a pas bien exploités, mais demain, ce sera différent. Et moi, je suis sûr que voilà, on va gagner ce match demain. Ça, je ne me fais pas trop de soucis. Et football toujours avec l'autre compétition en Afrique, la Coupe de la Confédération africaine, 2e journée. Groupe C, le Giraffe accueille ce mercredi le club sportif Sfaxien de la Tunisie. Une rencontre à gagner également pour le club de la Médina. Les Verts et Blancs affichent la confiance, cher Sadibou Diarra. L'AS Giraffe remobilisé et le moral gonflé à bloc pour sa 2e sortie en Coupe CAF ce mercredi. En dépit de la défaite initiale et son match de championnat du week-end reporté, le club de la Médina respire la confiance. Voyager en Afrique, c'est pas évident. Donc ne pas jouer ce week-end, certes, ne nous permet pas vraiment de faire un tour d'effectif pour pouvoir aborder le match dans les certitudes. Mais nous avons un groupe déterminé, et avec ce groupe on va faire des séances d'entraînement qui nous permettent, à défaut d'avoir un match en championnat, de pouvoir s'entraîner avec le groupe, de travailler sur des bases technico-tactiques pour pouvoir aborder ce match avec beaucoup plus de certitude. À domicile, les Verts et Blancs comptent dicter leur loi face au club sportif Sfaxien de Tunisie, victorieux lors de la première journée. Un match à domicile, je pense qu'il faut d'abord imposer son jeu. Quelles que soient les informations que vous avez de l'adversaire, je pense que vous devrez imposer votre manière de jouer, faire valoir vos arguments offensifs sans oublier les arguments défensifs. Parce que le dernier match, on a vu que le Giraffe avait une assise défensive très correcte. Donc pour le prochain match, je pense que même si on connaît l'adversaire ou même si on a des informations sur l'adversaire, le plus important c'est de travailler un volume très grand sur le plan offensif pour pouvoir inquiéter l'adversaire. La rencontre comptant pour la 2e journée du groupe C de la Coupe CAF est prévue ce mercredi à 16h au stade Lat Dior de Thiès. Et pour garder ses espoirs dans la suite de la compétition, Giraffe est presque condamné à s'imposer. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue dans Soir d'info avec vous, Binta Diallo. Vous recevez ce soir le